C'est avec une certaine émotion que je vais vous le présenter, le professeur André Giordano. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert il y a des années à travers l'un de ses livres qui reste le livre clé pour moi, qui s'appelle Apprendre. En le lisant, plus j'avançais dans sa lecture, et je vous la conseille vraiment, ne ratez pas cette occasion d'un livre qui vous parlera. Plus j'avançais dans sa lecture, plus je me disais, mais finalement, il dit avec beaucoup d'intelligence, de pertinence, ce que, au fond de moi, j'avais le sentiment de penser, mais que je n'avais pas su exprimer comme ça. Donc j'ai rencontré André Giordano par ses ouvrages, après Apprendre à apprendre, bien sûr, et je me suis senti dès le départ en phase. D'ailleurs, j'avais tenté de le faire venir dans une conférence il y a, je ne sais pas, peut-être une quinzaine, vingtaine d'années, mais bon, il était moins disponible. Et quand j'ai appris avec l'Institut Moshe à Rennes qu'il intervenait dans une des formations, mais je me suis dit, mais voilà exactement la personne qu'il nous faut dans cette table ronde, en plus de tous ceux qu'on avait déjà trouvés et sollicités, mais il nous fallait cette approche-là. Là aussi, quand vous regardez sa biographie, agrégé de biologie, et puis finalement, une compétence sur l'analyse de l'apprendre qui semble essentielle. Je pense que tout enseignant devrait avoir lu ces livres pour vraiment savoir ce qu'il fait, comprendre ce qu'il fait et le faire encore mieux. Il a mis en avant une approche de l'éducation qui, me semble-t-il, nous parle. Et quand on le regarde du point de vue de la tradition juive, en plus de son intérêt, on a le sentiment d'être tout à fait en phase avec les grands fondements de la pédagogie juive. L'importance de la question, l'importance de la prise en compte de l'histoire de l'enfant, de là où il est au moment où il reçoit cet enseignement, parce que chaque enfant a son approche, on le sait dans la soirée de Pessah, chacun a ses questions, son originalité. On ne peut pas donner le même enseignement à chacun. Et prendre en compte à la fois le fait qu'il va falloir dépasser, surtout dans l'enseignement du Kodesh, dans l'enseignement des matières juives, ce sentiment de déjà-vu, pour briser des certitudes qui sont peu installées, et pour lesquels il faut quand même vérifier qu'ils ont les bases avant de pouvoir apporter un nouveau savoir. Tout ça me semble tellement essentiel que je suis très heureux que M. Giordano soit avec nous ce matin. Et je lui passe tout de suite la parole parce que j'ai envie de l'entendre. Bien, j'avais préparé une présentation pour faire suite à la conférence de M. Finkel, que je connais par les livres et pas par là personnellement. Bon, sinon on a changé de programme. Donc je vais ramer un petit peu pour y revenir. Alors, mon problème, c'est la prise en compte de l'enfant dans sa globalité. Et une question qui est importante, c'est que les émotions n'ont pas forcément beaucoup de place dans l'éducation. Elles interviennent dans certaines disciplines, mais d'une façon générale, les émotions, on n'en tient pas compte. C'est quelque chose de un non-pensé. Et ce qui m'intéresse, et on pourra discuter après, c'est de voir en quoi elles sont positives ou en quoi elles sont négatives. Déjà, vous pouvez voir que dans l'émotion, par rapport à apprendre, son importance, parce qu'apprendre, c'est déstabilisant. Pour apprendre, il faut changer ses idées, il faut effacer ce qu'on pensait habituellement, il faut les encourager à présenter ce qu'ils connaissent et en même temps, très souvent, il faut les réprimer. Et historiquement, dans l'école, on pensait que l'éducation, c'était éviter les émotions, justement. Apprendre était un phénomène strictement cognitif, où les émotions n'avaient pas beaucoup de place. En même temps, on pensait qu'apprendre était un phénomène purement passif.
L'élève était là pour enregistrer simplement, ou éventuellement était là pour le conditionner, était là pour imiter ce que le professeur disait, mais c'était vraiment passif. Dans le début du XXe siècle, avec toute une série d'auteurs qu'on entendait parler, Brunner, Claparède, Binet, Montessori, Piaget, on a fait de l'apprenant quelqu'un d'acteur de son apprentissage. Alors on pourra discuter après en quoi les émotions sont un frein ou un plus par rapport à l'apprendre. Et on s'aperçoit dans les derniers travaux qui sont sortis que l'enfant n'est pas seulement un acteur, il doit être auteur de son apprentissage. On parlera des nuances entre acteur et auteur. Pour que l'élève développe ses compétences, il est nécessaire qu'il soit pas seulement actif de faire des choses importantes et pas suffisant. Il faut qu'il mette en activité ces choses-là et qu'il organise lui-même son apprentissage. Autrement, rien ne se passe. Il reste dans la situation de passif. Et être auteur, c'est savoir mobiliser le savoir. Donc savoir vers où on va, où sont ses objectifs. En même temps, c'est choisir les éléments importants pour apprendre, notamment les variables nécessaires, les paramètres nécessaires, et en même temps aller à l'encontre de ces éléments-là. Pour développer ses compétences, il doit devenir partie prenante des actions qu'il réalise. Il doit élaborer évidemment un projet, et puis il doit avoir un recul par rapport à ce projet. Où sont les obstacles rencontrés, comment les dépasser? C'est-à-dire l'élève doit non seulement être actif, mais en même temps prendre du recul par rapport à ses activités pour réguler ses activités. Pourquoi? Parce que l'élève apprend à partir des conceptions qu'il s'est mobilisées en même temps. Ces conceptions sont d'obstacles. Et là, on rentre dans le paramètre, le paradoxe de l'apprendre qui est à la fois faire avec pour aller contre. Et Luc Ferry parlait qu'on avait trop déconstruit. Un endroit où on ne déconstruit pas assez, c'est la pensée de l'élève. Il a tout un travail, autrement on reste enfermé, qu'on soit élève ou qu'on soit adulte, dans un mode de pensée qui empêche d'apprendre. Et là, autre paradoxe, à la fois il faut déconstruire, en même temps, il faut construire autre chose. Donc l'élève apprend à partir et contre ses conceptions. À partir parce que ces idées qu'il a dans la tête, c'est les seuls outils à sa disposition, et en même temps, c'est ceux qui très souvent l'empêchent d'apprendre. Donc là, j'insiste sur l'aspect paradoxal, sur lequel on reviendra à la discussion pour la suite. Et pour cela, il doit rencontrer un ensemble d'éléments favorables. Ce n'est pas évident de construire autre chose, donc il faut qu'il trouve des conditions favorables. L'avantage que vous avez dans l'enseignement juif, c'est qu'il y a justement ces conditions favorables. Vous n'avez pas suffisamment conscience, mais tout n'est pas dans la transmission traditionnelle de l'enseignement juif, c'est d'abord questionnement. Et ça, c'est très important. Et là, je vous ai listé différents paramètres sur lesquels l'élève doit s'appuyer pour apprendre. L'élève apprend s'il prend appris sur ses conceptions, mais en même temps, il apprend que s'il trouve un plus. S'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a pas de plaisir, de sens, suivant les élèves, on pourra en discuter après, il n'apprend pas. Il apprend, donc s'il prend appui, s'il est lâche. Et pour ça, il doit être questionné, interpellé, concerné. Et là, on retrouve le plus, c'est-à-dire qui dépend des élèves. Certains, c'est de la joie, d'autres, c'est du bonheur, d'autres, c'est simplement du plaisir. Et là aussi, il est important que le prof connaisse le moteur de l'élève. En même temps, c'est aussi important que l'élève prenne conscience de ses plus-values. Il apprend aussi la confiance au formateur, mais aussi surtout confiance en lui, confiance en la situation. Il apprend s'il fait des liens, ça c'est classique. Il apprend s'il trouve des aides à penser, des métaphores, des symboles, sur lesquels il peut s'appuyer pour apprendre. Il apprend s'il se confronte à la réalité, aux autres, à l'information. Il apprend s'il ancre les données. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est très complexe, qui est multiple,
il serait intéressant d'avoir quelques repères, quelques balises, si vous voulez. Tous ces points-là, c'est à discuter ensuite. Autre élément encore, il apprend s'il mobilise le savoir. Vous les repérez en tant que prof, que très souvent, c'est d'enseigner aux autres qu'on apprend sur soi-même. Et puis, dernier élément, on apprend si on prend du recul, ce qu'on appelle la métacognition, pour faire sérieux, c'est-à-dire toujours réfléchir sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Voilà, très rapidement, je vous ai listé les paramètres qui peuvent faciliter l'apprentissage. Tous ces paramètres, c'est à les prendre en compte en classe, c'est les travailler avec les élèves. Autrement, rien ne se passe. Donc, pas seulement, quand on fait l'enseignement, se centrer sur les contenus, les concepts, mais se centrer sur la connaissance de l'élève et surtout permettre à l'élève de se connaître soi-même. C'est mettre en place des stratégies sur lesquelles je reviendrai par la suite, mais surtout, c'est l'importance de la métacognition, le savoir sur le savoir, et pour ça, travailler l'élève sur sa personne. Très souvent, quand dans l'école, on s'intéresse au contenu, qui sont les référents d'une situation, d'une société ou d'une confession, et on ne s'intéresse pas suffisamment à celui qui est porteur de ce savoir, de celui qui doit s'approprier ce savoir, qui est l'élève. Voilà un point qu'on pourra discuter par la suite. Pour moi, la connaissance de soi est le pilier, si vous voulez, de l'école. L'enseignant, bien sûr, doit connaître l'élève, mais surtout faire que l'élève se connaisse soi-même. On aurait pu pas travailler sur le désir d'apprendre, qui dépend des besoins, du projet d'être, de faire, de vivre, du sens qu'on met aux choses, du plaisir, du bonheur, de la passion, du sentiment d'autonomie. On apprend plus facilement si on se sent autonome que si on lui dicte les choses, et puis d'estime de soi. Tous ces éléments, ça fait une sorte de cocktail qui permettent la réussite de l'élève. Et après, c'est auto-entraînant, si vous voulez. Et ça implique d'éviter une série de choses, notamment l'école fait perdre très souvent la confiance en soi par toute une série de paramètres que vous connaissez bien. Notamment, un travail très important, c'est de dédramatiser l'erreur. Très souvent, l'école évacue les erreurs, alors que l'erreur, c'est vraiment la partie la plus importante de l'apprendre. Donc l'erreur n'est pas une faute. L'erreur ne doit pas stigmatiser. Mais l'erreur, c'est la matière sur laquelle il faut travailler pour pouvoir la dépasser. Déjà, on peut commencer par changer le mot, ne pas parler de faute, mais parler de faute, pas de lacunes à combler, etc. Deuxième élément, repenser l'évaluation. L'évaluation, c'est un des paramètres importants de la classe, auquel on n'accorde pas suffisamment d'importance. On fait le cours, on fait une évaluation après, et puis rapidement, on passe à autre chose. Alors que l'évaluation, c'est le moment où on essaie de prendre en compte ce qui ne marche pas et on essaie de trouver des éléments pour y remédier. Autre élément important, c'est la confiance en soi. Prendre le temps de permettre aux élèves de développer leur confiance en soi, son estime de soi. C'est des exercices très simples. Déjà, permettre à l'élève de parler des choses qu'il aime, pour y revenir par la suite. Donc, prendre conscience de ses points forts et de ses limites, se concentrer sur ses succès. Alors après, on peut augmenter les pratiques. On pratique beaucoup les ateliers d'écriture, de théâtre, d'art. Autant d'exercices qui sont là uniquement pour permettre à l'élève de travailler sur ce qu'il est, de lui faire exprimer ce qu'il porte, ce qui le concerne, ce qui le passionne. On fait aussi des coachings de groupe. L'important, si vous voulez, c'est si on veut améliorer la classe, ce n'est pas une heure de plus de français ou de mathématiques, ce n'est pas des dictées en plus, c'est faire travailler l'élève sur ce qu'il est, et notamment sur ces différents paramètres, l'aspect cognitif, l'aspect perceptif, l'aspect affectif, mais aussi l'aspect infracognitif et métacognitif. Infracognitif, c'est les sous-basements de la pensée, ce qu'on interroge rarement. Le métacognitif, c'est le savoir sûr, qui sont aussi des éléments qui bloquent très souvent l'apprentissage. Bon, différentes techniques sur lesquelles je reviendrai, y compris des bons de colère quand ça ne marche pas. Et puis, discuter des objectifs atteignables. Tout ça dans une ambiance de positivité et non pas de contraintes ou
négativité. Voilà, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis une série de livres qui vont vous intéresser pour concrétiser ce que je viens de dire très rapidement. Voilà, je vous remercie et je passe à la discussion pour détailler tous ces éléments que j'ai simplement présentés à l'après-vert.